Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Déconspirateurs, l'émission générique. Qui est un complotiste? Ouais, qui sont-ils? On a des petites idées quand même. Le tout-puissant lobby qui nous écrase. C'est la fondation Rothschild, c'est quand même incroyable. J'en ai rien à battre. Qu'est-ce que ça veut dire le complotisme? Arrêtez de me traiter de complotiste. C'est pas mon sujet, j'y connais rien. Donc la lune est creuse. Nous, on est des complotistes, on assume. Nous sommes en train de vivre un génocide. Bill Gates, il veut diminuer la population mondiale. Cette pandémie est un fake complet. Ce n'est pas du complotisme extrême. Je passe un très bon moment là. Je suis l'aigle. Comme vous le savez, chaque semaine avec Rudy Reichstadt et Tristan Montes France, nous nous plongeons dans la nébuleuse conspirationniste pour vous aider à y voir plus clair. Bonjour Rudy. Bonjour. Bonjour Tristan. Salut à tous. Alors cette semaine, pas d'invité, petite revue de presse de vos activités diverses et variées. Vous pouvez retrouver Rudy dans un documentaire, enfin dans le débat autour d'un documentaire sur les réseaux de la haine qui aura lieu mercredi soir 22 juin à 20h30 sur LCP. Rudy, dans Débadoc. Avec Monia Madjoubi et Iris Boyer de l'ASJ, on avait reçu Sacha Morinière la semaine dernière. Sacha Morinière de l'ASJ, voilà, pour commenter ce docu sur les réseaux de la haine, les phénomènes de harcèlement en ligne, comment les algorithmes donnent une prime à l'émotion et à tout ce qui hystérise le débat, et puis comment les complotistes profitent de tout ça. Donc c'est pas un documentaire inintéressant du tout. Très bien. Et bien donc premier sujet cette semaine, vous le savez, hier dimanche soir avait lieu le second tour des élections législatives. Les candidats conspi, on le disait la semaine dernière, avaient été tous balayés au premier tour. Mais quels sont les profils de cette nouvelle assemblée? Et puis finalement, quels sont les enseignements qu'on peut tirer selon vous de cette nouvelle assemblée nationale très particulière? Rudy. Alors, d'abord, ils n'ont pas tous été balayés justement dès le premier tour. Il en restait quelques-uns en lice. Et pour l'essentiel, ils ont quand même été battus. C'est le cas de Nicolas Goury, en Seine-Maritime, qui était un candidat du Rassemblement national, qui s'est illustré il y a moins de 10 ans, en 2014, en faisant une quenelle pour se venger de gens de la CGT qu'il avait exclus, etc., ou qu'il avait mis sur la touche. Donc c'était un pédigré quand même assez problématique. Lui a été battu dimanche. Il y a aussi dans le Vaucluse Farid Farissi, candidat LFI NUPES, qui était soutenu par Abdel Zahiri, pas seulement soutenu, il allait dans son émission en vidéo, c'était même son avocat, Farid Farissi. C'était clairement un candidat problématique, il a été battu, lui aussi. Azelma Sigo, sur laquelle je ne vais pas revenir, on en a parlé la semaine dernière, a été battue également, c'est la fille de l'ancien régisseur de Dieudonné, Jackie Sigaud. Il y a Caroline Mécari, alors dans un genre moins grave quand même. Caroline Mécari, qui a été avocate, battue par Clément Beaune à Paris de justesse. Battue par Clément Beaune de justesse. Caroline Mécari, c'était une élue écologiste il y a quelques années. Pendant l'affaire Benalla, elle avait repris à son compte une rumeur selon laquelle, en fait, Alexandre Benalla, donc, qui assurait à l'époque la sécurité du président Macron, était en fait là, c'est-à-dire dehors, dans une opération de barbouzerie, pour récupérer les ADN, soi-disant, d'opposants à l'Élysée. Donc là, on est quand même dans un fantasme de fichage génétique qui n'a pas un début de commencement de preuve ou de réalité, quoi. Elle s'était assez compromise avec cette idée-là, en tout cas, elle l'avait relayée. Et puis, il y a une dernière candidate dont on avait aussi un petit peu parlé. Là aussi, c'est pas une forme de complotisme débridé. C'est Leïla Ivora. Elle avait quand même menti en expliquant avoir été témoin du lynchage d'un étudiant au moment des événements de Tolbiac, du campus de Tolbiac. Il n'y avait pas eu d'étudiants passés à tabac, qui auraient saigné, qui auraient été dans une mare de sang, etc. C'était une invention, en tout cas c'était une rumeur. Et elle avait expliqué à l'époque qu'elle l'avait vu de ses propres yeux, et finalement elle s'était ravisée, on l'avait interrogée, elle avait dit que finalement elle avait reconnu qu'elle n'avait pas vu. Donc voilà. Et alors, entre les deux tours de l'élection présidentielle, il y a eu beaucoup de figures conspi qui ont appelé à voter soit contre Macron, soit carrément à voter Marine Le Pen. Aujourd'hui, il y a 89 députés RN à l'Assemblée nationale. Est-ce que tu penses, Tristan, que ça peut engendrer de nouvelles figures conspirationnistes à l'Assemblée? Malheureusement, je crois qu'il n'y a pas trop de doute sur le fait qu'il y a dans le paquet des nouveaux arrivants côté RN,
essentiellement, mais pas que, malheureusement, on va avoir des CV qui vont être assez inquiétants et des profils qui clairement vont être soit issus d'une partie de la complosphère, soit qui ont déjà une empreinte, disons, déjà assez significative dans la complosphère. Donc, pour l'instant, on n'a pas, finalement, il n'y a pas le CV précis de tous les nouveaux arrivants n'a pas été encore fait, mais il n'y a pas de doute que dans les semaines qui viennent, on va voir apparaître des gens qui ont probablement, on va trouver des empreintes, en tout cas sur les réseaux sociaux, de choses qui vont être particulièrement gênants ou inquiétants. Mais en tout cas, statistiquement, simplement, le fait, effectivement, qu'on ait un score historique pour le RN, mécaniquement, ça va entraîner une infusion à l'Assemblée nationale, clairement, en tout cas, d'une partie de profils complotistes, ou en tout cas la complosphère va pouvoir se retrouver clairement dans des profils présents à l'Assemblée nationale. Donc c'est un moment qui, malgré tout, est assez inquiétant. Autant j'étais relativement rassuré par le nettoyage qui s'était fait de façon assez naturelle au premier tour. On avait quand même des centaines, si on faisait le cumul, des centaines de candidats qui avaient des profils covido-complotistes, anti-vax ou conspi de façon assez générale, qui ont pour la plupart, qui ont fait des scores absolument lamentables. Ce qui est c'est toujours un peu ambivalent, ce qui prouve malgré tout que ces discours-là ont une prise sur la frange et ça reste des discours de frange, c'est pas des discours mainstream. Mais je suis obligé de balancer ça avec cette irruption de cette force très significative que va constituer ce pôle RN à l'Assemblée nationale, parce qu'encore une fois, le RN, les stats, Rudy, tu as fait des stats pendant des années avec Conspiracy Watch, on sait qu'il y a un pôle de gravitation complotiste du côté du RN. Comme tu le disais à l'instant, quasiment toutes les têtes de proue, toutes les personnalités conspi ont, à partir du moment où ils ont perdu pour l'essentiel leur candidat Zemmour, ont tous évidemment pris fait et cause pour le RN. Donc dans une petite partie du succès du RN clairement est aussi a été alimenté, soutenu par cette base, de cette base un peu conspi. Alors tout ça c'est encore à voir. Alors il y a pareillement, j'étais assez convaincu aussi du fait que les réseaux sociaux, c'était un peu l'objet de ma chronique la semaine dernière sur Inter, c'était de montrer que l'effervescence en ligne, encore une fois, l'activisme en ligne ne se traduit pas mécaniquement dans les urnes. Avec les cas les plus flagrants, évidemment, c'est Philippot et Zemmour qui ont des empreintes. Je citais cet exemple-là, par exemple, pour Philippot, qui sur Facebook est partagé 10 fois plus que Macron, alors que Macron a 3,5 millions d'abonnés et Philippot en a un peu plus de 200 000. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui sont juste beaucoup plus motivés. Assez voilà. Et donc ça s'explique évidemment par, disons, le profil, la nature des profils de ceux qui s'agrègent derrière ces deux personnalités, et évidemment l'activisme qui donne une survisibilité à ceux qui sont les plus énervés, et donc c'est évidemment ceux qui soutiennent Philippot. Donc ça, c'était pour, disons, amoindrir l'impact des réseaux sociaux, et de montrer que c'est pas parce que des figures complotistes ont une empreinte très significative en ligne que ça se traduit littéralement dans les urnes. Reste que, ce que j'ai pas dit dans ma chronique là, c'est que si on regardait, parce que je pouvais pas parler des candidats qui étaient encore en pause, ou il fallait que je sois je fasse un peu précaution. Mais bref, quoi qu'il en soit, j'ai regardé par exemple, hier par exemple, l'empreinte de Marine Le Pen. Marine Le Pen sur Facebook. Marine Le Pen sur Facebook a 3 fois plus d'abonnés que Macron. Je crois qu'elle frôle les 10 millions, alors que Macron est à 3,5 millions. En termes de partage, Macron, c'est 70 000 sur les 3 derniers mois. Tous les chiffres que je vous donne, je n'ai pas précisé, c'est sur les 3 derniers mois. En termes de partage, Macron est à 70 000 partages sur les 3 mois. Marine Le Pen, elle est à plus d'1 million de partages. 70 000 70 000. Sur 3 mois. Sur 3 mois. Donc, c'est quoi? C'est les partages cumulés de toutes les publications? Des publications, c'est-à-dire qui a partagé, disons, un statut Facebook. C'est vraiment pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Bon, ça, c'est les chiffres de CrowdTangle. Donc, je me mets derrière ces chiffres-là. Et pour Marine Le Pen, donc, comme je disais, là, donc, quasiment 10 millions d'abonnés, 1 million de partages sur les 3 derniers mois. Donc, là, pour le coup, ça va
à l'encontre de ce que je disais, il y a une empreinte significative qui s'est traduite, malgré tout, dans les urnes. Ouais. Je crois qu'il y avait une affaire où, pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron ne pouvait pas utiliser son compte personnel on est d'accord, alors que Marine Le Pen, je crois, pouvait le faire. Ça avait donné lieu à des articles de presse, d'ailleurs. C'est peut-être aussi un reflet de ça. Oui, c'est peut-être aussi. Ces chiffres-là. Mais quoi qu'il en soit, on voit bien que, là, j'ai pris quand même les 3 derniers mois, donc il y a aussi, on peut... Voilà, ça permet de dispatcher un peu les stats. Et malgré tout, encore une fois, voilà, elle a quand même 10 millions d'abonnés. Et Macron n'a que 3. Donc, est-ce que ça malgré tout, donc c'est un bémol à ce que je disais tout à l'heure, donc l'effervescence ne se traduit pas, mais bon, il y a quand même un stock, un volume, et Facebook est quand même la plateforme la plus utilisée, probablement aussi par les électeurs du RN. Donc ça aussi, ça... Bon, voilà, en tout cas, c'est un pool, un potentiel qui peut se traduire peut-être quelque part dans les yeux. Et est-ce que ça peut libérer finalement encore plus le langage, la haine, cette montée du RN à l'Assemblée nationale juste hier soir, dimanche soir, juste après les résultats, il y a Papacito qui a fait une vidéo dans laquelle il profère des menaces envers Pierre Plotu, notre confrère journaliste à Libération. Et qui a été collaborateur à Conspiracy Watch. Donc voilà, est-ce que ça peut libérer le langage encore plus? C'est ce qu'il semble. C'est-à-dire que si vraiment cette vidéo de Papacito, donc pour rappel, Papacito, c'est un youtubeur d'extrême droite, identitaire, qui s'est d'ailleurs illustré par quelques propos conspi, masculiniste, masculiniste, et puis d'une violence quand même assez démonstrative, et qui là le menace physiquement assez clairement, qui dit qu'il va avoir une discussion avec lui, une discussion archaïque. Une discussion archaïque. Voilà, je crois que sont ces mots. Avec des équipés. Il va voilà, avec des équipements. Ouais. Donc oui, on sent que ça les galvanise, quoi. Et que c'est pas la même chose, un pays où l'extrême droite est pas représentée au Parlement, ou même elle fait des scores faibles dans les urnes, et un pays où elle fait des scores forts dans les urnes. Maintenant, quand même, sur cette vague d'extrême droite à l'Assemblée. C'est vrai que c'est la première fois de l'histoire de la Ve République. En 88, le seul précédent qu'on a... 86, tout à fait raison. C'était 35 députés du Front National. Alors, soit dit en passant, Marine Le Pen a dit que c'est la première fois que notre famille politique arrive à ces niveaux-là, mais on comprend quand elle parle de famille politique qu'elle intègre aussi le Front National de cette époque-là, quand même. Et puis, 89 députés RN. Alors, il n'y a pas Dupont-Aignan dedans, qui a été réélu, on n'a pas parlé. Il n'y a pas non plus Madame Emmanuelle Ménard-Duverger, qui est hors RN, mais qui a été réélue avec un très bon score, je crois, autour de 70%. Ce qui est certain, c'est que c'est pas un tsunami. Un tsunami, c'est quand on a la majorité absolue, c'est si on avait eu 300 députés RN, oui, là, on pouvait parler de tsunami. Parce que Jordan Bardella a parlé de tsunami. Maintenant, c'est une vague réelle, et puisqu'ils font plus que décupler le nombre de députés qu'ils ont à l'Assemblée. Fois 11. Mais c'est ça, ils avaient 8 députés non inscrits, puisqu'ils ne pouvaient pas former un groupe avec 8 députés. Là, ils vont avoir de quoi être très représentés dans les commissions, etc. Ils n'auront probablement pas la commission des finances, d'ailleurs, mais c'est notre histoire. Mais je veux dire, c'est quelque chose de réel. Et en même temps, c'est, je crois, une sorte de correctif ou de clarification par rapport à ce qui se passe dans les autres démocraties européennes. Je veux dire, il y a 80 députés AfD, Alternative für Deutschland, en Allemagne, qui sont dans l'opposition. Il y a plus d'une centaine de députés de la Lega, la Ligue du Nord, qui est d'extrême droite, dans la majorité en Italie. Et il y a même des députés, une trentaine, je crois, de mémoire, de Fratelli dell'Italia, de Frères d'Italie, dans l'opposition en Italie. Donc elle est très représentée, l'extrême droite. Il y a des députés, une cinquantaine, je crois, de députés Vox, parti extrême droite, en Espagne, dans l'opposition. C'était une anomalie aussi de notre système, de notre mode de scrutin, de ne pas avoir ou d'avoir une extrême droite si faiblement représentée au Parlement, alors que dans les urnes, elle faisait des scores depuis longtemps importants. Oui, donc encore, en Allemagne, la dynamique n'est pas tout à fait la même. D'accord. Oui, parce que là, on est en traction en France, alors qu'en Allemagne, ils sont plutôt sur une pente descendante. Je suis d'accord. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est aussi... alors c'est clairement un revers, en dépit du fait que la majorité présidentielle n'est que relative, mais qu'ils arrivent quand même en tête, la coalition macroniste, c'est quand même un revers, puisqu'ils n'ont pas là de quoi faire une majorité. Et l'opposition, en face, elle est fragmentée. Alors, si on prend uniquement les députés LFI,
ils sont moins nombreux que les députés RN. Mais si on prend les députés NUPES, ils sont plus nombreux, très sensiblement plus nombreux que les députés RN. Moi, je crois que l'un des enseignements de ce qui s'est passé là, c'est quand même que le populisme et le complotisme, quand ça profite à un camp, c'est d'abord à l'extrême droite. Je veux dire, on sort quand même de 5 ans d'hystérisation du débat politique en expliquant que le président de la République est un dictateur, qui veut assassiner les gens avec les vaccins, qu'il règne par la force et la terreur, etc. Je veux dire, on en sort quand même avec une réélection, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Sarkozy a fait qu'un seul mandat, François Hollande n'a même pas pu se représenter. Et effectivement, il n'arrive pas à avoir de majorité, là en tout cas, au moment où on parle, mais tout ça est inédit en fait dans l'histoire de la Ve République. Donc, de mon côté, j'ai un peu une inquiétude qui serait quelque chose de l'ordre du syndrome Obama, avec cette idée que pendant une séquence relativement progressiste, il y a une sorte de bascule extrême et qui nous a produit effectivement un Trump. De balancier, quoi, tu veux alors, dire. Là, actuellement, on voit bien qu'on est sur une pente qui n'est pas... qui est plutôt inquiétante, encore une fois, entre le premier mandat et le deuxième mandat de Macron. Le deuxième mandat de Macron, pour l'instant, il s'annonce moins bien que le premier. Qu'est-ce qui se passera à la fin de ce deuxième mandat ? Complètement. Et là, j'avoue que j'ai un peu... Je pense qu'on est tous dans cette inquiétude-là. On a tous une inquiétude de savoir qu'est-ce qu'il y aura après ce double mandat de Macron. Encore une fois, cette ambiance qu'on constate tous, cette hystérisation, encore une fois, du débat, l'agressivité qu'on constate à tous les niveaux. On parlait de Pierre Plotu à l'instant. Sincèrement, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui va se passer après Macron. Est-ce que cette hystérisation, tu l'avais déjà constatée aux États-Unis avant l'élection de Trump, justement, et est-ce que ça correspond un peu à cette ambiance-là ? C'est ce qu'on voyait assez clairement aux États-Unis. Il y avait le Tea Party. Oui. Le mouvement Tea Party contre Obama, qui était raciste, complotiste, très virulent, qui a en fait préparé l'alt-right trumpienne. Ouais. Donc c'est ça qui est effectivement... il y a un terreau assez inquiétant et vraiment une potentialité pour à la fois peut-être, encore une fois, un candidat vraiment beaucoup plus radical et surtout un mouvement grassroots, d'une sorte de libération de la parole. Qu'est-ce qui va se passer encore une fois pendant ce mandat ? Est-ce que ça va encore une fois donner une traction à ces mouvances et surtout donner un corps de pouvoir, c'est encore une fois avec il y a une traduction politique cette fois puisqu'il y a des députés. Et voilà, avec des députés, donc des gens qui sont en capacité, qui seront à l'intérieur de la machine, et puis aussi toute cette déclinaison locale. Chaque député, c'est une zone locale, des circonscriptions, avec le pouvoir local d'interagir avec des associations, de pouvoir financer, aider ou assécher des mouvements. Donc ça a des conséquences sur le moyen long terme, quoi. Alors il y a quand même une grosse différence avec la situation américaine, c'est qu'il n'y a pas de mouvement en France, en tout cas de fond, dénonçant une fraude électorale. Alors plusieurs raisons à ça, parce que le contexte est différent, mais aussi parce que au terme du deuxième tour, on a 2 camps d'opposition qui créent la victoire. La NUPES dit on n'a jamais fait autant, le RN dit on n'a jamais eu autant de députés, donc a priori ils n'ont pas de raison objective de remettre en cause la sincérité du scrutin. Mais quand même on a entendu cette petite musique après le premier tour, dans la bouche de Mélenchon, parlant de tripotage, de manipulation, de manœuvres politiques, et encore au lendemain du deuxième tour, avec l'idée que si les macronistes cherchaient à parler aux Républicains, à LR, en gros, pour essayer de former une majorité, on serait aussi dans les manœuvres politiques, politiciennes, etc. Or, c'est quand même comme ça que fonctionnent les démocraties dans le monde, dans le reste de l'Europe, c'est-à-dire par des accords de gouvernement, des compromis sur certains points programmatiques, pour pouvoir gouverner, tout simplement. Parce que sinon, on se retrouve dans des situations ingouvernable, ce qui s'est passé en Belgique il y a quelques années, ou pendant plus d'1 an, je crois. Il n'y a pas eu de gouvernement. Donc là, dans la situation où on est, on ne voit pas comment l'Assemblée pourrait voter la confiance à un gouvernement macroniste, en tout cas resserré sur les députés macronistes. On ne voit pas non plus le président immédiatement dissoudre l'Assemblée, mais il n'est pas exclu qu'il soit amené à dissoudre dans les mois qui viennent. Et à ce moment-là, peut-être mettre en jeu son mandat. Il n'est pas absurde de penser qu'il la joue à la De Gaulle plutôt qu'à la Mitterrand et à la cohabitation, en disant c'est ou vous votez pour moi ou je me retire. Et à ce moment-là, il ne ferait pas de deuxième quinquennat complet. Voilà.
Eh ben, affaire à suivre, comme on dit. On parlait tout à l'heure des États-Unis, du syndrome Obama. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment aux États-Unis. C'est qu'on a découvert que c'était un complot et que cela rapportait. Je fais évidemment allusion à ce qui se passe depuis une dizaine de jours, la commission d'enquête parlementaire spéciale qui s'intéresse à tous les événements autour du 6 janvier 2001 et à l'assaut du Capitole. 2021, pardon. Ouais. Et les faits sont accablants. Hein. Donald Trump avait donc choisi délibérément d'utiliser la théorie du complot alors qu'il a su très tôt qu'il n'existait aucune preuve de fraude électorale. Et plus grave encore, cette position lui a permis de récolter 250 millions de dollars. Alors finalement, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de cette commission parlementaire, cette façon de voir que le complot finalement rapporte? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement? D'abord, on a publié un article de Théo Loubry sur cette affaire. On a cette commission qui a été mise en place, une commission de la Chambre des représentants, une commission d'enquête qui a été mise en place à l'été 2021 et là qui diffuse des sessions d'audition. Donc l'ancien ministre de la Justice, procureur général William Barr s'exprime, Ivanka Trump, la propre fille de Donald Trump, s'exprime aussi, Mike Pence. Mike Pence, non, il n'a pas participé aux auditions, justement. Mais en gros, on arrive à savoir de plus en plus précisément ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que Trump était complètement isolé. Ses proches lui disaient « c'est bon, tu as perdu l'élection, arrête ». Et contre l'avis de ses proches, il a joué la politique du pire, c'est-à-dire, là encore, d'hystériser sa base sympathisante jusqu'à cautionner l'idée que Mike Pence ne méritait que d'être pendu. Mike Pence est son propre vice-président qui a refusé d'entrer dans la politique du pire en disant non, moi je vais présider la séance qui va valider les votes des grands électeurs, c'est le fameux 6 janvier 2021. Mais avant cela, donc les élections ont lieu le 3 novembre, quelques jours plus tard, je crois, le 7 novembre, c'est plié. On sait que c'est Joe Biden qui a gagné. Et là, Trump refuse de reconnaître le résultat. Il le refuse dès le 3, en fait. Et il fait une levée de fonds. Il va engranger, entre début novembre et le 6 janvier 2021, 250 millions de dollars. Et il engrange une partie de cette somme, y compris après le vote des grands électeurs le 14 décembre. C'est-à-dire, il sait que de toute façon c'est plié et qu'on ne pourra pas inverser le cours de la vapeur. Donc voilà, il y a là de toute évidence qui s'apparente à une forme de conjuration, de complot, de conspiration. On sait aussi que deux groupes paramilitaires de milices extrême droite, que sont les Housekeepers et les Proud Boys, ils ne sont pas là ni par hasard le 6 janvier, ni en totale improvisation. Ils se sont coordonnés. Il y a des images, je crois, des enregistrements où ils sont dans un parking, où ils se coordonnent, etc. Et on les voit, ils sont très organisés quand ils pénètrent dans le Capitole. Donc on a quelque chose qui s'apparente quand même à une tentative de coup d'État. C'est pas exagéré de parler de tentative de coup d'État, aussi brouillonne soit-elle, et une implication de Donald Trump là-dedans qui est accablante pour lui. Ouais, c'est assez fascinant. Tous les jours, d'ailleurs, quand on suit les abstracts un peu de cette commission, on est absolument stupéfait. J'ai envie de dire, bon, ça ne fait que confirmer l'essentiel de ce qu'on savait déjà. Oui, de ce qu'on savait. Et alors, quand on voit les images, il y a vraiment absolument aucun doute sur le fait que ce ne sont pas des antifas ou des gens d'extrême gauche qui sont allés à l'assaut du Capitole. C'est clairement des Trumpistes radicalisés, des QAnon. Voilà. Et ce que je trouve fascinant, c'est à la fois la posture des républicains aujourd'hui et de Trump. Là, tu dis que Trump savait que, en fait, il avait perdu. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de Trump. Ah oui, non. Toi, tu penses qu'il croit qu'il a encore gagné? En tout cas, c'est ce qu'il dit encore aujourd'hui. Hein. Lui, il pense qu'il y a eu une fraude, une fraude absolue, que tout ça est absolument illégitime. Et en tout cas, il espère bien. Il y a d'abord en mi-mandat, là, il y a les élections de mi-mandat, j'espère. Je pense qu'il a des fantasmes pour ce moment-là. Et évidemment, à la fin du mandat de Biden, je pense qu'il est totalement en place pour potentiellement, sauf s'il a des ennuis judiciaires, ce qui me semble assez peu probable. Mais en tout cas, ce qui était encore une fois assez fascinant avec cette commission, encore une fois, c'est la focale qui est mise sur effectivement ce moment particulier de bascule de Trump et ce resserrement, ce côté très sorte de roi seul, de solitude du roi, qui va s'entourer que des partisans les plus radicaux. Et vraiment la Dream Team auquel il s'accole, le noyau dur, conspi le plus
plus foutraques, qui sont les seuls d'ailleurs à lui tenir les discours qu'il a envie d'entendre. Donc en gros, il va garder autour de lui ceux qui alimentent son délire, tout simplement, et éjecter même la famille proche, ne pas son gendre, sa propre fille, les écarter un peu, et rester donc avec cette dream team totalement foutraque de gens totalement décrédibilisés, qui va être vraiment son support d'activisme, de ces tentatives d'action en justice, d'ailleurs, que certains des avocats vont intenter des procédures, aucune d'entre elles d'ailleurs n'aboutira. Mais bon, bref, là on a une trajectoire qui est fascinante, inquiétante, parce qu'on a une incarnation comme rarement on a vu, encore une fois, d'un profil complotiste dont le moteur est le noyau dur est le complotisme. C'est le fuel, c'est la nourriture, c'est la matrice profonde de cet individu politique. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que cette commission d'enquête va nourrir encore justement ce mouvement autour de Trump il y a un complot contre moi et c'est moi la victime, quoi. Elle sera instrumentalisée de cette manière-là, mais ce qui est toujours frappant, elle est déjà. Ce qui est toujours frappant, c'est que on est face à une vraie arnaque. Il a arnaqué sa base électorale. Je veux dire, les 250 millions de dollars n'ont jamais servi à alimenter aucun fonds post-électoral qui n'existe pas. Il les a distribués, il a arrosé, il a payé une partie de ses dettes, de ses factures, et il a arrosé des think tanks amis ou sa propre, il y a un truc qui s'appelle la Trump Collection. Mais enfin, je veux dire, il a arnaqué des pauvres gens, quoi, qui ont voté pour lui et qui étaient persuadés que leur devoir était le droit à l'insurrection, quoi, de dire on nous a volé la démocratie, donc on se bouge. Enfin, bon, voilà, c'est toujours frappant de voir des gens qui sont intoxiqués par un mensonge, leur disant on vous manipule, se faire manipuler à ce point, quoi. Ouais. Et puis il y a j'ai l'inquiétude de voir que je me demande si Trump n'a pas simplement mis sur papier une sorte de parfait manuel du populiste complotiste qui va être maintenant systématiquement de dire je remets en cause toute élection du moment que je ne suis pas élu, et je prends l'exemple évidemment de Bolsonaro qui a donc une élection je crois en octobre en octobre qui arrive, prochain au Brésil, et qui lui déjà comme Trump des mois avant l'élection. C'est exactement pareil. 6 mois avant il avait commencé Trump. En fait, tant qu'on laissera des populistes démagogues utiliser ce type de ficelle en toute impunité, sans qu'ils soient sanctionnés après coup pour cela, ils auraient tort de se gêner, en fait. Donc, c'est intéressant ce qui va se passer aux États-Unis. Est-ce qu'il va être rattrapé par ça ou pas ? S'il l'est, on peut imaginer qu'à l'avenir, ça fasse réfléchir 2-3 de ces émules. S'il ne l'est pas, il n'y a pas de raison de ne pas jouer la politique du pire. Le truc, c'est qu'il y a peu de chances que cette commission parlementaire donne quelque chose. Si elle ne se traduit pas judiciairement, ça aurait été un moment médiatique, mais qui ne va pas au-delà de ça. Alors, peut-être petit bémol à ce que je dis, c'est qu'il y a un sondage malgré tout, qui date d'il y a quelques jours, et qui montre que 6 Américains sur 10 seraient favorables à l'idée que Trump soit mis en examen suite à ce moment du 6 janvier. Bon, ça c'est peut-être le seul vague espoir. Est-ce que c'est la conséquence effectivement de ce moment de la commission qui fait effectivement prendre conscience à l'opinion publique américaine que évidemment il s'est passé quelque chose, mais bon, disons que moi, mon impression c'est que si ça ne se traduit pas judiciairement, si le département de la justice ne se saisit pas des éléments qui auront été mis sur la table par cette commission parlementaire, j'ai peur que ça ne soit qu'un énième moment où la bulle médiatique Fox va profiter de ce moment simplement pour poursuivre leur discours, leur narratif complotiste, pour simplement donner de la viande, du fuel à leur discours complotiste, en disant voilà, encore une fois, un moment où les démocrates cherchent encore une fois, comme ils l'ont fait plusieurs fois, sans arriver d'ailleurs à ne jamais détrôner Trump auparavant, voilà encore une énième séquence, regardez ces démocrates qui s'excitent tout seuls à essayer de démonter notre totem Trump. Troisième sujet, il a fait chaud, très chaud la semaine dernière et certains esprits ont surchauffé avec le retour d'un climato-scepticisme très forcené, notamment chez Francis Lalanne, qui a déclaré la chose suivante : les mondialistes maîtrisent parfaitement la météo avec la possibilité d'amener de la pluie.
mais ils organisent volontairement une sécheresse pour maintenir la propagande du pseudo-réchauffement climatique. Alors, le retour du complotisme autour du climat et le climato-scepticisme, est-ce que finalement, c'est une des choses qu'on va voir dans l'avenir de manière régulière, permanente, et que ça va être le fuel finalement de théorie du complot demain? Il y a des chances. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on a ce sujet sur nos radars. D'ailleurs, on avait fait un complorama dédié au complotisme climatique. Et on avait déjà vu des signaux assez évidents durant la séquence Covid et autour de la COP26. COP26, hein, ouais. Et où déjà on voyait que d'ailleurs toute la sémantique qui s'était développée autour du Covid commençait à basculer en copiant certains des éléments, certains marqueurs, commencer à copier certains marqueurs de la covidosphère et de l'importer sur le terrain du climat avec dictature climatique, confinement climatique, passe climatique, enfin bref, tous ces termes-là qui avaient une traction assez relative autour du COP26. Ça n'a pas véritablement pris parce que pour l'instant, je crois que c'est simplement pas une focale de l'opinion publique française dans son ensemble et que tous les médias ne couvrent pas ça du matin au soir. Mais le jour où ce sujet-là deviendra majeur et qui sera l'objet d'une couverture quasi quotidienne, il n'y a aucun doute possible que la complosphère internationale va s'accaparer ce sujet-là et sera le prochain sujet, il n'y a pas de doute. Pour l'instant, on a des figures effectivement comme Lalanne qui sortent des discours qui sont c'est du Lalanne, mais on a d'autres figures, disons, pôles de la complosphère, notamment les QAnon francophones, français, les décodeurs, qui eux aussi commencent à s'intéresser au sujet, à considérer que c'est une arnaque. Arnaque climatique. Arnaque climatique, ça c'est leur dernière petite sortie. Donc bon, il y a clairement une extraordinaire potentialité autour de ce sujet-là, et qui peut bénéficier de plusieurs choses, et notamment d'une histoire longue et de référentiels multiples, de multiples références, qui ont des racines profondes et anciennes, et qui peuvent se réactiver. C'est ça le propre un peu, on l'a pu le constater ces dernières années, notamment avec le Covid, c'est que la complosphère s'enrichit des épisodes précédents, il les dénature, les transforme, mais les réimporte en gardant la charge, la puissance qu'elles avaient pu avoir dans le passé, l'épaisseur, disons, historique de ces référentiels. On a évidemment tous les discours complotistes qui sont développés autour de l'ARP. On a d'autres sujets connexes, bref, qui peuvent être réimportés, réactivés encore une fois au goût du jour, et qui pourraient encore une fois avoir une forte traction dans les mois ou dans les années qui viennent. D'ailleurs, la citation dont tu as donné lecture là, de Lalanne, c'est un combo en fait, puisque à la fois il est dans la négation de la réalité du réchauffement climatique, et en même temps il explique qu'on contrôle la météo et le climat grâce à des sortes d'armes climatiques. Tu viens de parler de HAARP, c'est la fameuse station de recherche américaine qui est basée en Alaska, qui a fermé il y a des années d'ailleurs, mais qui continue encore jusqu'à aujourd'hui à alimenter les fantasmes. Il y a une dizaine d'années, on avait Mahmoud Ahmadinejad, le président iranien, qui avait expliqué que les sécheresses en Iran étaient créées par les Américains, les Européens, par les Occidentaux, pour embêter l'Iran. Comme si on avait ces moyens-là. On a des moyens de effectivement modifier la météo, le ciel, en bombardant le ciel, etc., pour faire des recherches notamment. On ne peut pas créer des moussons à n'importe quel endroit de la planète, ou au contraire des sécheresses. C'est pas vrai, on n'a pas la technologie pour faire ça. Effectivement, ce serait une arme assez inquiétante. Donc voilà, on a ça. Et moi, je pense que de toute façon, ces épisodes de vagues de chaleur, ils vont se multiplier, on le sait. On le sait, tous les experts nous le disent, du fait du réchauffement climatique, et que donc c'est quelque chose qu'on va entendre de plus en plus souvent. Il y a notamment le président de la Fédération nationale des chasseurs, Willy Schraen, qui la semaine dernière, dans l'émission Les Grandes Gueules, n'a pas expliqué que le réchauffement climatique n'existait pas, ou que la canicule avait été provoquée délibérément, c'est pas son propos. Mais il a expliqué que l'agitation médiatique autour de ça arrangeait bien les écolos, donc la NUPES, dans l'entre-deux-tours, etc. Enfin, il y a vu quelque chose. Donc ça s'apparente quand même à une forme de discours conspirationniste, même si effectivement son propos n'était pas de dire la canicule est créée par une arme secrète.
Mais voilà, et ça, ce type de discours, je pense, on le voit monter sur tous les sites et les réseaux conçus. Et alors, ce que je trouve assez fascinant, c'est que le modèle est presque toujours, pas toujours, mais presque toujours le même. Oui, c'est ce que j'allais te demander justement. Est-ce que le modèle est le même tout le temps ? Est-ce que c'est le même calque qu'on remet sur la même thématique ? Je prends juste cet exemple du Covid. Toute cette effervescence qu'on spie autour du Covid a été sur deux thèmes, sur deux embranchements qui ne sont pas compatibles les uns avec les autres. Qui est que, le Covid n'existe pas, et que le Covid existe et que c'est pour exterminer la moitié de la population. Le Covid est une manipulation, simplement pour nous faire... en fait, c'est une réalité, mais c'est pire que ça, c'est une arme. On a la même chose avec le climat. C'est exactement la même chose. C'est qu'à la fois, les changements climatiques, ça n'est pas vrai, il n'y a rien. C'est une invention des élites. Il n'y a pas plus de réchauffement qu'avant. Et puis, on a les autres qui vont dire, mais si, il y a un changement climatique, il y a des bouleversements climatiques qui sont induits par une manipulation du contrôle du climat par les élites qui ont des technologies qu'on ne connaîtrait pas, etc. Ouais. Alors, tu as aussi la version Marjorie Taylor Greene, qu'on aime bien ici, cette congressiste trumpiste QAnon, qui dit « Ah non, mais le réchauffement climatique, c'est très bien pour la santé. C'est très bon pour la santé. Il fait meilleur, il fait plus chaud, donc on est mieux. Ouais. C'est très bien pour les arbres aussi. Oui, pour les plantes, il y a plus de CO2, soi-disant. Ouais. Ouais. Donc oui, ça existe, mais c'est pas une menace. Donc il n'y a pas un narratif, disons, cohérent là-dessus. C'est simplement de profiter de ce moment pour une effervescence complotiste. Et j'ai toujours été fasciné, encore une fois, par que ce soit la séquence Covid et ce sera la même chose pour le climat, le fait qu'on puisse avoir des discours qui ne sont absolument pas compatibles les uns avec les autres. Et ça ne pose aucun problème. Que ce corpus ne soit pas cohérent, n'ait pas une logique interne, c'est pas le problème. Le problème, la seule chose qui est en commun, c'est de pouvoir cibler, trouver un coupable, des coupables, et de pointer des coupables, quelle que soit la logique de l'armature qui est derrière. Et aussi d'esquiver quelque chose qui peut être très anxiogène, c'est-à-dire d'éluder la menace. Parce que c'est très anxiogène, et on sait que l'anxiété est corrélée à un niveau de conspirationnisme plus élevé. On adhère plus facilement à des théories du complot quand on craint justement pour sa vie, pour sa santé. C'était particulièrement frappant d'ailleurs au moment du Covid. Ouais, les gens qui faisaient moins le geste barrière étaient ceux qui craignaient le plus aussi pour leur santé. Voilà. Alors encore un parallèle avec la séquence Covid et celle potentielle du climat, c'est qu'on est sur deux phénomènes globaux. Ça n'est pas localisé. Et ça, je pense que je pense que le Covid a été un moment où la complosphère mondiale s'est fait un peu les dents, quelque part, avec encore une fois un phénomène global, et donc un écosystème informationnel de la complosphère commun, avec des passerelles qui se sont tissées, une identification à l'international d'influenceurs. Je pense que en France, beaucoup de la complosphère française a découvert les grandes personnalités complotistes américaines et qui ne la connaissaient pas avant la séquence Covid. Même Tucker Carlson, je pense qu'avant le Covid, vous demandiez à n'importe qui, personne ne les connaissait. Par contre, maintenant, ils les connaissent presque tous. Donc, s'est installé un maillage de référentiels, d'habitudes, de proximité, de famille, une sorte de familiarité avec certaines sources auxquelles on s'abonne. Et une fois qu'on est abonné, on est abonné, pas à certaines sources, etc. Et donc je pense que ce maillage Covid est probablement un réceptacle qui sera, ou un support, un écosystème informationnel, support, qui sera le support de la traction de ce moment complosphère autour du climat. Est-ce que le fait que ça soit justement un phénomène mondial, comme tu le disais, ça facilite aussi la théorie du complot, justement, les mondialistes, là, comme dit Lalanne dans son truc, est-ce que ça facilite le grand méchant et le même. Oui, forcément, c'est ça qui est, entre guillemets, génial avec le Covid et le climat, c'est que c'est global. Et donc, si on dit global, il y a forcément une entité globale derrière, qui l'instrumentalise, qui la manipule, etc. Donc il y a une sorte de concordance, une chance en tout cas pour ces discours-là, c'est qu'il y a une concordance entre les phénomènes globaux qui les inquiètent ou qui les frustrent, et cette cible fantasmatique qui existe depuis toujours, qui est cette puissance mondiale, globaliste, qui, encore une fois, c'est comme si ce personnage fantasmé trouvait un corps à ce phénomène qui lui-même est globalisé. Quatrième sujet cette semaine, c'est une forme de question philosophique et rhétorique autour du complotisme, qu'on pourrait résumer de la façon suivante. Est-ce que le fait d'avancer quelque chose qui s'avère être vrai dans le futur, en utilisant de mauvais arguments, valide ce propos ?
Rudy. Tu as 4 heures. C'est 20 kilos, en fait. Non, mais... J'avais annoncé que c'était une question rhétorique et philosophique. Mais... Alors, on est souvent confronté à deux types d'arguments en provenant de la complosphère. Le premier disant « Ah bah regardez, on avait raison, c'était bien un complot, et vous aviez tort de nous traiter de complotistes. » Bon, le problème, c'est que très souvent, ils ont tort de penser que c'était un complot et que ce n'est pas le cas du tout. Et puis le deuxième argument, c'est « Regardez, on avait bien raison de se méfier de ça, de ça, de ça. L'avenir, enfin en tout cas, les faits nous donnent raison. » Bon, mais si les faits vous donnent raison par accident, si les faits vous donnent raison avec des mauvaises raisons, bah vous aviez quand même tort d'avoir raison trop tôt, parce qu'en fait, vous n'aviez pas raison, vraiment. Ouais. Et c'est vraiment l'exemple de l'horloge cassée, quoi, qui donne 2 fois l'heure, la bonne heure, l'heure correcte, tous les jours. Si c'est purement par hasard, alors effectivement, comme ils parlent beaucoup, les complotistes, on peut imaginer que on va exhumer un propos de leur part d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, et dire « Ah oui, là, sur telle parole, j'avais vu un truc, j'avais bien dit qu'un jour, il y aurait un pass sanitaire ou un pass vaccinal. Ouais. » Oui, mais d'abord, en face, personne expliquait que c'était un complot de penser qu'un jour, il pourrait y avoir un pass sanitaire ou un pass vaccinal. Donc, il y a aussi une forme de réécriture de l'histoire de très mauvaise foi qui se joue là. Et ensuite, encore une fois, si on a raison pour des mauvaises raisons, c'est tout le raisonnement qui est vicié, qui est fautif. Oui, je renvoie il faut renvoyer un thread de Julien Pin sur le sujet qui a développé un peu là-dessus, parce que lui se fait évidemment régulièrement attaquer sur ce point-là spécifiquement, et notamment sur le fait que, par exemple, on puisse dire quelque chose, nous-mêmes, ou en tant que journaliste, moi je ne suis pas journaliste, bref, dire quelque chose à un moment T qui s'avère être faux, plus tard. T plus 3. Voilà. Ouais. Alors, c'est toujours un peu cette même idée, c'est que quand Julien Pin se positionne sur tel ou tel point sur le Covid à un moment T, c'est en l'état des connaisses qu'il a, en l'état du consensus scientifique sur le moment T. Il s'exprime à un moment T lorsque le gouvernement dit telle ou telle chose. Et les journalistes, ou nous-mêmes, bon bref, on peut relayer c'est pas cette vérité, mais en tout cas ces informations à ce moment T. Quitte à ce que, 6 mois plus tard, ça soit absolument invalidé dans les faits, ou que ça soit pas vrai, ou qu'on découvre d'autres choses entre-temps. Mais cette délinéarisation de la lecture complotiste, qui est de reprendre simplement ces passages-là pour discréditer totalement, que ce soit Julien Pin ou toi ou d'autres, pour les décrédibiliser en les extrayant encore une fois de cette ligne de temps et du contexte dans lequel tel ou tel propos a pu être exprimé. Et ça, c'est vraiment un travers de la lecture complotiste qui est vraiment systématique, qu'on subit depuis des années. Combien de tweets je reçois encore aujourd'hui pendant la période du pass sanitaire, qu'on disait non, bon, il n'y aura pas de pass à un moment T, et qu'effectivement il y a un pass plus tard, et qu'ils arrivent en disant évidemment, bah là, oui, vous voyez, on vous a dit qu'il y aurait non, à l'époque où on disait, bon, bah a priori, c'était pas à l'ordre du jour. C'était pas à l'ordre du jour. Et donc, quand on dit c'est pas à l'ordre du jour, bon, bah ça ne l'est pas. Donc, si vous dites qu'il va y avoir un pass sanitaire à l'instant T, moi je peux dire, bah non, a priori, pas maintenant, voilà. Bref, donc, encore une fois, cette délinéarisation ou cette extraction décontextualisée de certains éléments est vraiment une mécanique traditionnelle de discrédit ou d'attaque de la part de profils complotistes qui est assez fatigant parce qu'elle est régulière. Parce que si on parle de cohérence, mon Dieu, voyons la cohérence des propos portés par les profils complotistes. Les Philippot, on peut revenir sur leur position aussi, qui sont, elles, pour la fois tranchées, mais souvent basées sur des discours complotistes, qui ne sont pas sur l'état des connaissances qu'on a à un moment T, ou du consensus scientifique à un moment T, mais qui est « je dis ça à ce moment T », en plus en ayant un discours complotiste. Non, mais je crois qu'en fait, la question est celle de la disposition d'esprit qu'on a par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, si on m'apporte la preuve demain que, je sais pas, JFK a été assassiné par la CIA ou que le 11 septembre, c'est un coup de George W. Bush, une preuve solide, des preuves assez
j'aurais pas de problème à le reconnaître, en fait. J'ai pas de religion par rapport à ça, j'ai pas de dogmatisme par rapport à ça. Je défends rien. En fait, je ne défends qu'une méthode et ce qu'on sait et les faits, et la réalité des faits. Sauf que tu imagines bien que si jamais on devait prouver aujourd'hui que ce sont vraiment les Américains qui ont fait le 11 septembre, tu imagines la folie dans la complosphère qui prendrait ça et, ils auraient eu tort d'avoir cru à autre chose sur la base des éléments dont ils disposaient, qui sont des éléments faibles, fragiles, pour pas dire ineptes, en fait. Si demain j'ai George W. Bush qui vient à la télévision qui dit bon, j'avoue tout. En fait, le 11 septembre, c'est moi, et d'ailleurs, ces dossiers secrets, voilà, je les verse à la justice. Et voilà, vous avez tout le complot par le menu du détail. Bon, il faudra le prendre au sérieux, c'est pas n'importe qui, il faudra examiner ça, et peut-être en conclure qu'effectivement, c'était un complot interne américain. Moi, je n'y crois pas une seconde. Mais si ça devait arriver, par pure hypothèse, par pure spéculation, on fait de la politique fiction, et toi non plus, on n'aurait pas de difficulté, je crois, dogmatique à dire oui, voilà, ça s'est passé comme ça, et voilà, et donc il a changé d'avis. Mais toi, ce que tu veux dire, c'est que ceux qui aujourd'hui croient à une théorie du complot autour du 11 septembre, rien ne les fera changer d'avis. Et rien ne les fera changer d'avis. Toutes les preuves qu'on pourra leur apporter que ça n'est pas le complot qu'ils décrivent n'aura aucun effet sur leurs croyances. Voilà la différence. Moi, je crois qu'on est dans une attitude de disponibilité à une autre manière de voir les choses qui pourrait survenir, et que ce serait pour le coup fautif de notre part que de ne pas faire preuve de cette disponibilité, voilà, que d'être enfermé dogmatiquement dans une thèse, etc. On avait parlé avec Nicolas Martin il y a quelques mois de la question des origines du Covid-19. Est-ce que ça sort d'un laboratoire? Est-ce que ça a apparu naturellement? Est-ce que c'est un virus naturel étudié dans le laboratoire qui accidentellement aurait infecté quelqu'un? Est-ce que c'est une fabrication de toutes pièces? Bon, les éléments dont on disposait à l'époque et aujourd'hui nous disent que il n'y a aucune raison de penser que c'est une fabrication de toutes pièces. Un virus chimère créé dans un laboratoire à des fins secrètement, évidemment, etc. En revanche, l'idée que ce soit un virus naturel qu'on aurait poussé par gain de fonction, ce qu'on l'aurait étudié pour travailler sur des vaccins, des choses comme ça, ça ne relève pas du tout de l'impossible. C'était pas le cas il y a 2 ans, ça n'est pas le cas non plus aujourd'hui. Peut-être qu'on n'aura jamais le fin mot de cette histoire, mais en tout cas, on ne peut pas dire que c'est une thèse complotiste. Et encore une fois, moi, je me souviens qu'en avril 2020, interrogé là-dessus, je disais non, ce n'est pas une thèse complotiste. Il faut bien séparer ce qui relève du fantasme. Et le fantasme, à l'époque, c'était quand même d'expliquer que Agnès Buzyn et son mari, plus George Soros et les Rothschild, avaient fabriqué le virus pour génocider la population mondiale. C'était ça, quand même, la théorie du complot. Donc, voilà, je pense que tout est une question quand même d'attitude. Voilà. C'est quoi des preuves? C'est quoi des arguments qui ne sont pas des preuves? Et alors justement, c'est quoi une preuve? Comment au travail, en travaillant, pour essayer d'éduquer un petit peu, c'est quoi une preuve? Alors, d'abord, ce sont, je dirais que c'est des éléments matériels. Ça peut aussi être évidemment des témoignages. Mais témoignages, on ne peut pas les prendre pour argent comptant a priori complètement, mais on ne peut pas les ignorer non plus. Il y a des travaux épistémologiques autour de la question de témoignages en histoire notamment. Et puis, c'est quand même principalement des preuves matérielles, c'est-à-dire des documents que des gens ont signés. Si on sait que Katyn, le massacre de Katyn, c'est l'armée rouge et pas les Allemands, c'est parce qu'il y a des documents notamment. Et parce que ça correspond aussi à la logique des choses, à la, comment dire, quand on reconstitue exactement la dynamique historique, lorsqu'on reconstitue les choses. Donc, heureusement, on vit dans des sociétés complexes où il y a des spécialistes de ces choses-là. Donc on a des scientifiques pour nous expliquer comment les maladies apparaissent, on a des historiens, des journalistes pour valider les faits scientifiquement et les reconstituer. Voilà, et on a raison, la plupart du temps, de faire confiance de manière raisonnable à ces gens, à ces experts, à ces gens dont c'est la profession.
Voilà, il n'y a pas de raison Oui, de les tenir en suspicion a priori. Ouais. C'est ce que font les complotistes. Ouais, mais j'avoue que moi, le consensus scientifique, je le discute jamais. Je suis en incapacité totale. Mais surtout que c'est pas une vérité révélée. Ouais, c'est pas quelque chose auquel... C'est pas quelque chose de tombé du ciel, non, c'est quelque chose sur lequel ils ont travaillé. Auquel on nous demande de croire religieusement, aveuglément. Pas du tout. Et alors le scientifique qui nous dirait ça, et il aurait tort, il serait dans autre chose que la science. Non, la science sont des méthodes, des process, c'est la validation par les pairs notamment qui permet d'avancer et d'avancer dans un monde un peu moins brumeux, quoi. Ça n'est que ça. Voilà. En tout cas, savoir se remettre en cause, savoir remettre en cause les narratifs auxquels on croit, c'est probablement une des marqueurs qui nous distancient des profils strictement complotistes. Ben, je crois. Alors, pour terminer cette émission, Rudy, tu voulais présenter 2 livres. Alors, d'abord, L'échec d'une prophétie, qui est au PUF, avec une préface de Gérald Bronner. Oui. Parle-nous-en un petit peu. Oui, parce qu'on a un de nos spectateurs qui nous a dit « Mais vous avez des super bouquins dans votre bibliothèque, il faut nous en parler. » Et ça, c'est 2 livres, celui-là et celui sur les Illuminati, qui sont sortis récemment. Alors, L'échec d'une prophétie, c'est cette version-là, cette édition-là qui est sortie récemment, qui a été rééditée au PUF. Ça n'était pas réédité en français depuis très longtemps. C'est un classique, en fait, de la psychologie sociale. C'est là que Léon Festinger, notamment, théorise ce qu'il appelle la dissonance cognitive. Donc, préface inédite de Gérald Bronner, le sociologue Gérald Bronner. L'échec d'une prophétie, ce sont des sociologues qui font de l'observation participante dans une secte millénariste, qui prévoit la fin du monde, de mémoire, pour le 21 décembre 1954. Elle, la chef de la secte, en gros, écrit par écriture automatique, on lui transmet des messages depuis un autre univers, un autre monde, et au dernier moment, les gens de la secte sont censés être abductés, et le monde doit être détruit. Évidemment, il se passe ce qui devait se passer, fatalement, c'est que rien, il se passe rien, et à ce moment-là, on pourrait s'attendre à ce que la secte s'arrête. Ouais. Alors non, c'est là qu'il commence à devenir prosélyte, à faire de nouveaux adeptes, et qui trouve surtout, par une pirouette, en tout cas, peut-être d'ailleurs ils y croient, que en fait, c'est eux qui ont sauvé le monde, en priant, etc. Ouais. Donc, ils renversent complètement les choses. Et c'est donc l'échec d'une prophétie qu'essaie de décrire Festinger et ses co-auteurs dans ce livre. Donc là encore, voilà, c'est un classique qui, à mon avis, est à mettre entre toutes les mains, parce que la dissonance cognitive, c'est précisément ce qu'on observe quand on travaille sur les complotistes, qui prévoient des choses, qui prophétisent des choses, qui ne se produisent pas. Et là où on pourrait s'attendre à ce qu'ils s'arrêtent, non, ils continuent. Ça résonne avec ce qu'on disait à l'instant sur justement cette Exactement. question-là. Et alors le deuxième bouquin que tu voulais présenter, Pierre-Yves Beaurepaire, Les Illuminati de la société secrète aux théories du complot, chez Talandier. Oui, alors c'est un livre que j'ai commencé à lire, hein. Je ne l'ai pas fini, mais il est déjà assez enthousiasmant, parce que je crois que c'est le seul de ce genre à proposer une étude sérieuse, à la fois de la réalité de cette société secrète qu'ont été les Illuminés de Bavière au XVIIIe siècle, qui a duré pendant 9 ans, hein, c'est une période assez courte, et puis surtout le mythe qu'ils ont engendré, que d'autres d'ailleurs ont engendré pour eux, à commencer par un anti-révolutionnaire qui s'appelait l'abbé Baruel, un Écossais également, John Robison, et puis comment ce mythe est parti aux États-Unis, comment on a accusé d'ailleurs des pères fondateurs, enfin des premiers présidents américains d'être Illuminati, comment c'est revenu ensuite via Internet notamment ici, et je crois qu'on demandera à son auteur s'il veut venir dans notre émission peut-être dans la saison prochaine, parce que oui, c'est un beau sujet, c'est un très beau sujet, et c'est un livre très sérieux et pour ce que j'en ai lu pour l'instant, très intéressant. Et bien voilà, vous pouvez prendre ces 2 livres pour partir en vacances dans quelques semaines. Nous, on se retrouve dans 15 jours avec la dernière émission de la saison. Cette émission a été réalisée par l'excellent Martin Béraud. À très vite. Salut. Salut tous.